Ce gars, c'est Park Seo-joon. Il va devenir le mec le plus puissant au monde en cultivant des plantes avec ses adorables petits monstres de compagnie. Mais tout n'a pas été toujours ainsi pour lui. Tout commença il y a 10 ans, lorsqu'une tour noire de 99 étages est soudainement apparue au milieu de Gangnam. Ce phénomène s'est produit non seulement à Gangnam, mais aussi partout dans le monde, avec un total de 100 tours, émergeant dans divers pays. Les gouvernements ont commencé à enquêter sur ces structures, découvrant seulement que chaque tour mesurait 990 mètres de hauteur et était composée d'un matériau suffisamment solide pour résister à une explosion nucléaire. Puis, un jour, des individus ont commencé à sortir de la tour, traversant littéralement ses murs. Il y eut un tumulte, et les journalistes les entourèrent, leur demandant comment ils étaient entrés dans la tour. La réponse fut qu'un jour, un trou noir était apparu devant eux et les avait aspirés dans la tour. Quand ils ouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent au premier étage. La nouvelle attira l'attention de tous, car le même incident se produisait partout dans le monde. Les personnes disparues réapparaissaient en sortant de la tour. Toutes les tours étaient connectées, et à l'intérieur, les gens devaient choisir un rôle, guerrier ou magicien. Lors d'une conférence de presse, un homme expliqua que des monstres apparaissaient au deuxième étage et qu'à chaque étage franchi, ils recevaient différentes récompenses. Et, s'ils étaient chanceux, un ticket, un item rare. Seuls ceux qui ont été aspirés par ce trou noir étaient nommés les éveillés. Ils pouvaient entrer et sortir de la tour à leur guise, mais une personne ordinaire avait besoin de ce ticket pour entrer. Les journalistes lui demandèrent pourquoi des gens se porteraient volontaires pour entrer dans la tour, et la question suivante était de savoir quel était le but de l'apparition de la tour. Sur son signal, une femme s'avança avec une petite boîte à trésors à la main, et quand elle l'ouvrit, un tas d'or et de bijoux s'étala sur le sol. Les journalistes se levèrent choqués, et l'homme sur le podium leur dit qu'il était sûr d'une chose. Gravir la tour rapporterait de l'argent. L'association des éveillés avait le monopole des tickets et les vendait à un prix ridiculement élevé. La nouvelle des prix des tickets passant de 150 millions à 200 millions de won était en direct. Et une femme regardait cela sur son smartphone. Elle était dans un centre commercial, en train de faire ses courses de légumes, et commença à parler avec le caissier. Elle se plaignait que les gens risquaient leur vie pour gagner de l'argent dans la tour, mais que c'était trop de leur demander 200 millions de dollars pour un ticket. Elle demanda au jeune caissier s'il était d'accord avec elle, et il lui répondit nerveusement qu'elle avait raison. Il s'appelait Sejun, avait 26 ans, et essayait d'économiser de l'argent pour quelque chose de spécial. Il calcula ses économies et découvrit qu'après avoir déduit toutes ses dépenses, il lui restait environ 12 millions de dollars. Il se demanda comment il pourrait réaliser son rêve si les prix des tickets augmentaient encore. En rentrant chez lui après son travail, il se demanda quand il pourrait acheter un ticket, mais il savait que la meilleure question était de savoir s'il pourrait un jour acheter le ticket. Il était fatigué de travailler si dur pour de l'argent. Mais il sortit de son désespoir. Il se cria de garder son moral et de ne pas abandonner. Il pensa qu'il y aurait un moyen d'économiser plus d'argent. Juste à ce moment, il pensa aux légumes qu'il avait achetés à bas prix. Il pourrait les planter, car il avait entendu dire que leur prix augmentait aussi. Et il avait vu une publicité pour un cultivateur de légumes automatique récemment. Il était approuvé par nul autre que son idole préférée, Sarah. Sejun commença à penser de manière optimiste, presque trop optimiste. Il pensa que s'il économisait l'argent et achetait un ticket, il pourrait décrocher un contrat avec une bonne guilde, et ensuite, s'il franchissait la tour, il demandera la main de sa célébrité préférée, Sarah. Sejun imagina à quel point cet avenir serait beau, alors qu'il était en train de déconner. Mais remarqua ensuite quelque chose d'étrange derrière lui. Sejun se retourna et vit un portail ressemblant à un trou noir. C'était le même phénomène qui avait aspiré la première génération des éveillés. Sejun, tout excité, pense que ce portail est là pour lui. Il déclare qu'il est prêt à risquer sa vie pour gravir la tour et demande au trou noir de l'aspirer, mais rien ne se passe. Au lieu de ça, le trou commence à rétrécir. Sejun est choqué et demande pourquoi cela rétrécit, alors que le trou devient encore plus petit et est sur le point de disparaître. En panique, Sejun dit qu'il ne laissera pas passer une occasion comme celle-ci. Si ça disparaît, il ira lui-même. En disant cela, Sejun se jette dans le trou et tombe sur le visage en arrivant de l'autre côté. Il se relève et se demande s'il a vraiment réussi à entrer dans la tour.
Tout excité, Sejun lève les yeux et commence à parler de toutes les choses qu'il savait au sujet du premier étage, et il avait hâte de voir le luxe. Des lustres, une place en marbre, et des boutiques vendant des potions et de l'équipement. Mais rien de tout cela n'est ici. Sejun se trouve dans un trou perdu quelque part dans la nature. C'est un dôme souterrain avec une ouverture en haut par laquelle la lumière du soleil entre à flot. Sejun se lève et regarde autour de lui, sans la moindre idée d'où il se trouve. Il n'en revient pas et crie de mécontentement, demandant où diable il est. On voit qu'il est loin de la tour, en plein milieu d'une forêt, au dernier étage. Dans la tour noire, une sphère de cristal brille en rouge et émet un bip. On voit la silhouette d'un dragon qui regarde cette boule avec étonnement. La boule a détecté un changement dans la tour et le dragon doit découvrir la cause, car c'est son devoir en tant que gardien de la tour. Mais ni le dragon ni Sejun n'ont idée de l'autre pour l'instant. Sejun se rappelle tout ce qu'il a entendu sur le premier étage de la tour lors des entretiens avec les éveillés. Quelqu'un avait dit que c'était comme un palais très spacieux et qu'il y avait plein de choses à découvrir. Un autre homme a dit dans une interview que la salle d'entraînement était la chose la plus importante au premier étage. C'est ce que Sejun avait entendu, mais en regardant autour de lui, il se demande où il est. Il y a un petit étang d'eau, une ouverture au-dessus pour laisser passer la lumière, et des murs qui l'entourent de tous les côtés. C'était tout ce qu'il pouvait voir pour l'instant. Sejun est déprimé par son sort, assis dans un coin, visiblement épuisé et complètement abattu. Il a erré dans la grotte pendant une journée entière sans trouver de sortie. Pas de terrain d'entraînement ni de magasin, en fait. Il n'y a rien ici du tout. Il a crié à l'aide, mais personne n'a entendu son appel. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait même pas un chat dans ce coin. Il n'y a qu'une seule possibilité qui lui vient à l'esprit. Et ça le terrifie. Il est perdu dans la tour. Alors qu'il est pris par une crise de panique, son téléphone se met à sonner. Sejun est sûr que son alarme est juste et qu'un jour entier s'est écoulé ici. Son ventre gronde et Sejun admet qu'il a faim. Il sort tout ce qu'il a avec lui. Une bouteille d'eau et quelques autres trucs. Des tomates cerises, des oignons verts, des patates douces et une pomme. C'est tout ce que Sejun avait avec lui. Il a décidé de manger la pomme en premier. Manger une pomme le matin, c'est quelque chose qu'il aime bien. Et celle qu'il venait de manger était vraiment délicieuse. Mais ce n'était pas du tout suffisant. Alors, il a mangé une patate douce après. La texture et l'humidité de la patate douce, c'était quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. C'était bien meilleur que ce qu'il pensait, même si elle était crue. Mais comme il parlait en mangeant, il s'est étouffé. Il a mangé une patate douce et a bu de l'eau pour l'avaler, puis il s'est allongé en pensant que c'était un bon repas. Sejun regarde le plafond ouvert de la grotte et se demande combien de temps il va rester ici. Il doit trouver un moyen d'échapper avant de manquer de nourriture. En regardant la petite quantité de nourriture qu'il a, il se demande combien de temps ça va lui durer. En voyant le trognon de pomme, Sejun a une idée. Il le prend et le plante dans le sol. Ensuite, il prend un oignon vert et le coupe près de la base. Il prévoit de manger les feuilles, comme nourriture, et de planter les racines pour avoir plus de récoltes. Il prend aussi 3 tomates et 2 patates douces et les plante. Ce qui reste maintenant, ça sera sa nourriture en attendant que les cultures poussent. Le jeune garçon dit qu'il fera tout ce qu'il faut pour survivre, jusqu'à ce que ses plantations soient prêtes. Il leur parle et leur promet qu'il va s'en occuper. Mais juste à ce moment-là, Park Sejun entend le cri d'un monstre qui lui fait dresser les cheveux sur la tête. Il est choqué. Ce qu'il vient d'entendre, c'était le son d'un monstre. Pourtant, il n'y avait pas de traces de monstre au premier étage. Puis, tout devient noir. Sejun lève les yeux et découvre quelque chose d'encore plus choquant. La lune a éclipsé le soleil. Sejun sait que c'est une lune bleue. Il entend à nouveau le cri assourdissant du monstre et son corps ne peut pas supporter la pression que ce cri exerce sur lui. Dès que les cris s'arrêtent, Seo-jun remarque un dragon noir qui vole dans le ciel. Il est fasciné par ce dragon noir et dit qu'il est magnifique. Puis, il perd connaissance et s'enfonce dans un profond sommeil. Mais quelque chose de bizarre se passe avec ses oignons verts. Ils commencent à scintiller en haut et de nouvelles pousses apparaissent. Sejun est réveillé par son réveil. Sa tête lui fait encore mal. Il regarde son téléphone pour voir combien de temps il a dormi et il est choqué de réaliser qu'il a été inconscient pendant 2 jours entiers. Sur le sol dur, son dos le fait souffrir et il est beaucoup plus fatigué qu'avant.
En s'asseyant, tout son corps le fait mal. Son dos reçoit un peu de soutien de derrière. Sejun se retourne et voit une plante, se demandant d'où vient cet arbre. Mais en y regardant de plus près, il réalise que c'était un oignon vert, le même qu'il avait planté. Tous avaient poussé et ils étaient énormes. Sejun est perplexe. Il se demande si des oignons verts peuvent vraiment pousser en seulement 2 jours. Il comprend que cette croissance démesurée doit être due à une propriété spéciale. Depuis la tour, il a regardé un documentaire qui montrait comment la croissance des plantes dépendait de l'environnement. Et il est convaincu que l'énergie de la tour a influencé les oignons verts. Soudain, il se rend compte que d'autres cultures sont peut-être prêtes aussi. En vérifiant avec enthousiasme, il découvre que des semis de tomates ont aussi poussé. Il est super content de voir ces plantes grandir, mais il remarque que les oignons verts bloquent la lumière du soleil. Du coup, il décide de les couper pour que ces semis de tomates puissent aussi profiter du soleil. Et se demande quel goût a la feuille d'oignon vert. Il en prend une bouchée et se brûle la bouche parce que la feuille est plus piquante que tout ce qu'il a goûté auparavant. Il rince sa bouche avec l'eau de l'étang, en se plaignant que la feuille est beaucoup plus épicée que la normale. Mais même si sa bouche est en feu, son estomac ne ressent pas la chaleur. Sejun se dit qu'il peut s'habituer à ça, et qu'il pourra en profiter chaque fois qu'il en aura besoin. Un truc épicé, ça va être génial. Il décide de faire sécher les autres oignons verts pour les garder pour plus tard. Il retourne à son endroit habituel, une roche au centre de la grotte, et commence à manger des tomates. Le soleil ne se couche jamais dans la tour, mais il arrive parfois que la lune s'éclipse, et ce phénomène s'appelle la lune bleue. Mais la lune bleue n'apparaît qu'au 10e étage. Ce jeune pensait qu'il était quelque part au premier étage, mais maintenant, il n'en est plus sûr. Et ce qui était encore plus déroutant, c'était le dragon. Ce n'était pas un monstre dont il avait entendu parler. Sejun n'a aucune idée de quel étage il a été trouvé quand la tour est apparue il y a 10 ans. Une des grandes guildes, appelée la Guilde du Phénix, a réussi à nettoyer le 37e étage. C'était un exploit qui n'a pas encore été égalé, du coup, toutes les infos sur les étages 30 à 37 sont restées secrètes. Par contre, il y avait plein d'infos sur les étages en dessous du 30. Jusqu'au 10e étage, il y avait des monstres squelettes. De 11 à 20, c'était des gobelins. Et de 21 à 30, c'était des orques. Ces jeunes avaient entendu quelques histoires là-dessus. Des rumeurs circulent sur des monstres araignées qu'on aurait trouvés au-dessus du 31e étage. Mais on n'est pas sûr de la nouvelle. Et puis, ils n'avaient jamais entendu parler de dragons, ni même de trucs qui y ressemblent, même pas des monstres lézards. Sejun est allongé, se demandant s'il est sur un étage si haut que personne ne l'a encore atteint. Puis, des gouttes d'eau tombent sur son visage, et Sejun se lève. Est-ce qu'il pleut dans la tour? Il avait entendu dire que le temps était presque toujours agréable. En levant les yeux, le ciel est dégagé, mais il aperçoit quelque chose qui bouge très vite. Il a peur en pensant que c'est un monstre, mais la créature qu'il vient de voir s'avance, et c'est un mignon petit lapin qui bave sur les oignons de Sejun. Sejun est surpris et se demande si le lapin était aussi un monstre. Le lapin saute dans le trou, et Sejun se précipite pour l'attraper, mais le lapin utilise sa tête comme tremplin et atterrit sain et sauf sur le sol. Il bondit vers les plants d'oignons verts, et Sejun réalise que le lapin était quelque chose d'extraordinaire. Le lapin pointe vers les plants d'oignons, et Sejun lui demande s'il veut les manger. Le lapin donne sa réponse, et Sejun comprend qu'il a faim. Il casse une feuille et la donne au lapin, qui l'attrape avec plaisir. Il la dévore avec avidité, et Sejun lui dit qu'il pourrait en avoir plus s'il aime ça. Ensuite, Sejun remarque que les plantes ont déjà repoussé. À ce rythme, il va devoir les récolter 2 fois par jour. Mais le lapin commence à dire quelque chose à voix haute, et Sejun réalise qu'il ne lui parle pas. Il lève les yeux vers l'entrée de la grotte. Il voit un autre lapin qui s'approche d'eux. Elle atterrit et tend un chapeau de paille et un arrosoir au premier lapin. Ils se mettent tous les deux devant Sejun, qui est surpris de voir un autre lapin. Mais après, il se dit qu'ils doivent être un peu de la même famille. Il leur demande s'ils sont mariés, et ils lui répondent que c'est bien ça. Sejun commence à penser à tenir un journal de sa vie dans la tour, et sur la première page de ce journal, il y aura l'histoire d'un couple de lapins qui l'ont rejoint dans la grotte. Sejun commence à travailler avec eux, et leur job, c'est de l'aider à cultiver et récolter les champs. Ils papotent en même temps qu'ils bossent, et Sejun peut voir que c'est un super couple.
même s'il ne comprend pas trop ce qu'ils disent. Hier, après que les lapins se soient présentés à Sejun, ils lui ont dit qu'ils voulaient en vivre dans la grotte. Ils étaient tellement mignons en essayant de le convaincre que Sejun a eu l'impression qu'il allait craquer à cause de leur mignonnerie et a accepté leur demande, à condition qu'il a dit aux lapins qu'il ne pouvait pas vivre ici gratuitement. S'il l'aidait avec ses cultures, il envisagerait de les laisser rester. Il pensait que ça allait un peu les dissuader, mais au lieu d'hésiter, ils se sont jetés sur lui et ont commencé à le câliner. Sejun a dû faire preuve de beaucoup de retenue pour ne pas les laisser entrer sans un test, parce que câliner leur pelage doux lui donnait envie de les adopter tous les deux. Maintenant, il est assis là, à les regarder travailler, et il pense que les lapins se servaient d'un de leurs petits gestes mignons pour le contrôler, mais il laisse passer. Sur ce sujet, il demande aux lapins si les outils qu'ils utilisaient étaient des trucs que le lapin-mari avait, comme un arrosoir, qui semblait avoir une source d'eau infinie. Sejun n'est pas trop sûr de ça, mais il lui semble que la lapine avait une poche magique avec tous les outils dont elle avait besoin pour le jardinage. Sejun dit qu'il est jaloux et qu'il aimerait avoir un objet aussi génial. Les lapins ont fini de récolter les oignons verts et ils sont tout excités de les montrer à Sejun. Il leur dit de sécher les oignons verts et commence à inspecter d'autres cultures aussi. Mais les lapins regardent Sejun avec des yeux impatients et pleins d'enthousiasme. Ils lui posent une question et Sejun comprend ce qu'ils veulent. Il leur dit qu'ils ont réussi son test et qu'ils peuvent maintenant vivre dans la grotte. Les lapins sautent de joie en entendant la bonne nouvelle et commencent à parler de quelque chose. Ils filent vers un coin de la grotte et Sejun se demande ce qu'il manigance maintenant. La lapine donne une pelle à son mari et il commence à creuser et, en un rien de temps, il crée un foyer pour lui et sa femme. La lapine accroche une couronne de fleurs à la porte de leur nouvelle maison et accueille son mari pour qu'il entre. Mais il est épuisé d'avoir creusé et construit la maison, et il a à peine la force de se tenir debout. Sejun s'approche d'eux et dit que le mari lapin a été formidable d'avoir construit la maison si vite. Le mari lapin lui fait un pouce en l'air, mais il sent alors la main de sa femme sur son épaule. Elle rougit et pointe timidement vers la porte, et le mari est terrifié. Il a peur, mais sa femme l'entraîne pour un moment de tendresse. Sejun entend les bruits qui viennent de leur maison et leur souhaite tout le meilleur. Mais au fond de lui, il pleure de jalousie, car lui n'a pas de femme. Mais cette jalousie ne dure pas longtemps, et Sejun retourne à son endroit. Il dit que c'était ennuyant d'être seul dans la grotte. Et maintenant, grâce au lapin, il a quelqu'un avec qui partager des petites choses mignonnes à chercher. En disant ça, Sejun s'allonge sur les feuilles d'oignon séchées, et de la fumée commence à s'élever d'en dessous. Il sent quelque chose de chaud dans le dos, et, tout d'un coup, il se lève d'un bond, roulant au sol en réalisant que son dos est en feu. Il se demande ce qui vient de se passer. En se levant, il voit d'où ça vient. Une bouteille d'eau en plastique remplie d'eau agissait comme une lentille et brûlait les feuilles d'oignon sèches. L'inspiration frappe Seyun et il passe en mode survie totale. Il commence à se comporter comme l'animateur d'une émission de survie populaire, expliquant que l'environnement dans la tour était difficile, mais qu'il n'a pas abandonné. Il avait une bouteille en plastique et des oignons verts séchés qui l'ont aidé à revenir à son état normal. Il dit qu'il peut utiliser la bouteille en plastique comme une lentille convergente pour allumer un feu. Il a appris ça dans une émission de survie célèbre. Mais ça ne marche pas du tout. Sejun commence à pleurer et à gémir. Les feuilles là ne produisent donc qu'un peu de fumée, sans vraiment prendre feu. En soupirant et en réfléchissant à ce qu'il fait mal, une petite étincelle apparaît, et Sejun trouve enfin ce qui lui manquait. Les lapins sortent de leur terrier, et voient Sejun en train de s'affairer. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils soufflent sur un tas de feuilles sèches, espérant qu'elles prennent feu. Les lapins s'approchent de lui, et Sejun leur demande de souffler sur les feuilles, pendant qu'il utilise une bouteille comme lentille. Ils commencent à travailler ensemble, et Sejun supplie pour qu'un feu démarre. Après un petit moment d'effort, les feuilles s'enflamment. Sejun est aux anges. Il a enfin du feu. Il se retourne vers les oignons et décide de les cuisiner. Il fait cuire une tige au-dessus du feu, pendant que les lapins le regardent. Confus, Sejun pense que son oignon est assez cuit. Il pèle la partie brûlée et prend une bouchée. Les lapins le voient frémir, et Sejun pousse un cri de joie. L'oignon cuit était tellement sucré que Sejun est aux anges. Il se dit que sa bouche ressemble à un cheval vert qui galope dans un champ verdoyant. Il répète que c'est délicieux et commence à en rôtir un autre. Les lapins, curieux de voir ce que ça donne de cuire, en rôtissent un pour eux aussi. En le mangeant, leurs yeux brillent de plaisir. Quel bonheur de manger quelque chose de si sucré.
C'est la deuxième entrée dans le journal de Sejun, où il parle de son séjour dans la tour. Il a découvert le feu, mangé des plats chauds et s'est couché paisiblement. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'il s'est habitué à la vie de fermier. Le matin, il se réveille et va se laver le visage dans l'étang. Ensuite, il retourne à ses cultures, et maintenant, les plants de tomates cerises et de patates douces ont beaucoup poussé. Il a aussi terminé de récolter les oignons verts pour la journée, et il a fini d'arroser les tomates et les patates douces. Ensuite, il retourne à ses cultures, et maintenant, les plants de tomates cerises et de patates douces ont beaucoup poussé. Il a aussi terminé de récolter les oignons verts pour la journée, et il a fini d'arroser les tomates et les patates douces. Sejun est enfin prêt pour la journée et il se sent vraiment bien. Pas mal de choses ne se sont passées ces derniers jours depuis qu'il a découvert le feu avec l'aide des lapins. Ils ont fabriqué des torches avec des feuilles de ciboulette et les ont mises autour de la grotte, ce qui l'aide à se déplacer facilement, surtout dans les coins sombres comme près de l'étang. Il était près de l'étang avec une torche à la main quand il a vu quelque chose bouger dans l'eau. Un poisson a sauté hors de l'eau et Sejun a été tellement surpris qu'il a à peine réussi à éviter son saut. La bouche du poisson avait sauté avec trop de force et s'était retrouvée sur la terre, incapable de retourner dans l'eau. C'était la première fois que Sejun voyait ça. Il se demande si le poisson avait été attiré par la lumière de la torche, et son intuition se révèle juste. Comme ça, Sejun découvre des poissons dans la grotte. Il tue le poisson et le fait rôtir au-dessus du feu, même s'il n'a pas d'assaisonnement. Le poisson est vraiment savoureux. Sejun voit les lapins baver pendant qu'ils mangent le poisson et leur demande s'ils en veulent. Il hoche la tête avec enthousiasme. Sejun leur donne une part du poisson et ils le dévorent avec joie. 2 jours après, la lune bleue est apparue et avec son téléphone, Sejun a découvert que la lune bleue se montrait tous les 30 jours à cet étage. Il utilisait un laptop et une batterie externe pour garder son téléphone chargé afin de suivre la date. Mais leurs batteries se sont aussi épuisées avec le temps. Du coup, Sejun a dû commencer à marquer le nombre de jours sur un mur et c'est comme ça qu'il suivait le temps. Maintenant, de retour au présent. C'est le 61e jour, et Sejun remercie les lapins, qui se couchent exactement à 19 heures et se réveillent à 5 heures du matin. Grâce à ça, il peut continuer à compter les jours sans faire d'erreur. Même si le soleil ne se couche jamais à l'intérieur de la tour, leur horloge biologique est assez fiable. Il y a quelques jours, quelque chose d'incroyable s'est passé. On voit le mari lapin fatigué ouvrir la porte de sa maison, et sans perdre une seconde, un groupe de bébés lapins se précipite dehors. Ce sont les petits du couple de lapins qui viennent de naître, et maintenant, ils sont attachés à Sejun qui est leur oncle. Il se précipite directement sur Sejun et lui saute dessus, le faisant tomber au sol. Ils sont vraiment mignons et Sejun ne peut pas se lasser de leur mignonnerie, même quand il lui mordillant le visage. Il rit et profite de leur compagnie. Sejun regarde le mari, à bout de nerfs, et lui dit que ça doit être difficile d'élever des bébés, mais là, il propose de s'occuper des petits un moment pour que le couple puisse se détendre et prendre le petit déjeuner. Les plants de tomates cerises commencent à fleurir, et Sejun emmène les lapros avec lui pour aller les voir. Des bébés jouent dans la ferme pendant que Sejun regarde ses plantes. Les fleurs ont éclos, et même si ce sont des fleurs de tomates, Sejun pense maintenant qu'il a un jardin de fleurs. Pour qu'il y ait des fruits, il faut polliniser, et il doit le faire manuellement. Sejun utilise un petit bâton pour polliniser les fleurs à la main, mais tout ce travail et les flexions commencent à lui faire mal au dos. Il dit que ce serait super s'il y avait des abeilles dans le coin, mais il pense que c'est peut-être trop demandé. Un bébé met son visage dans une fleur et se couvre de pollen. Il éternue et Sejun commence à rire, mais ensuite, Seojun remarque quelque chose. Les plantes de tomates commencent enfin à porter des fruits après tout ce temps. Son travail acharné commence à porter ses fruits. Park Sejun célèbre les premières tomates cerises et danse avec le petit lapin. Ce jour-là, c'est la veille de la lune bleue, et alors qu'elle approche, Sejun se prépare à la survivre. Il éteint le feu et cache un petit tas de feuilles brûlantes sous d'énormes rochers. Il porte des vêtements de fortune, faits avec des feuilles d'oignon, et il pense que ça suffira pour rester au chaud et caché. Les lapins rentrent aussi chez eux alors que le moment de la lune bleue approche. Il se passe toujours quelque chose de flippant quand la lune bleue arrive, mais Sejun est sûr qu'ils vont s'en sortir comme les fois précédentes. Il pense que ça va être un jeu d'enfant et va se cacher. La lune bleue commence et des monstres commencent à hurler à travers la forêt. Sejun n'a pas peur, mais il est fatigué, espérant que la lune bleue se termine vite. Il a déjà caché les trucs qui émanent une forte odeur, et il se planque maintenant dans un coin. Comme on ne sait pas trop combien de temps ça fait qu'il attend, il commence à en avoir marre. Les cris du monstre n'aident pas non plus, même s'ils sont loin, ça lui file quand même des frissons. Il espère que cette lune bleue va passer sans problème. Soudain,
Il entend un rugissement puissant, différent et plus intense que les voix des autres monstres, presque comme si ça venait de tout près. Et en effet, un énorme monstre s'approche de la grotte, écrasant des arbres adultes sous ses pas. En s'approchant de l'entrée de la grotte, qui est trop petite par rapport à sa taille, le monstre regarde dans le trou. À l'intérieur, Sejun est bouche bée en le voyant. Même s'il a peur du monstre géant qui ressemble à un ours, heureusement, celui-ci ne l'a pas encore remarqué. Sejun se dit qu'il devrait se cacher à un meilleur endroit avant que le monstre ne le voie. Il tremble en ramassant son sac et commence à avancer doucement et silencieusement. Mais prendre le sac avec lui s'avère être une mauvaise idée. Les choses à l'intérieur tombent pendant que Sejun les ramasse. Se réveillant à cause du bruit fort causé par la bouteille d'eau vide, l'attention du monstre se tourne vers Sejun. Il fixe d'abord ses affaires avec horreur, puis l'énorme bête qui essaie maintenant de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la grotte. Sejun pousse un cri de peur et l'ours rugit en réponse. Mais quelques instants plus tard, Sejun est profondément endormi et les lapins essaient de le réveiller. Quand les petits lapins n'arrivent pas à le sortir de son sommeil, leur père donne une claque à Sejun, qui se réveille en sursaut, encore effrayé par ce qu'il a vu avant de s'évanouir. Il demande alors aux lapins ce qui s'est passé avec la lune bleue. En regardant autour de lui, il réalise que tout est fini. Le mari lapin dit à Sejun qu'il était inconscient quand on l'a trouvé. Il raconte qu'il est tombé dans les pommes en voyant un monstre, mais lui-même veut savoir ce qui s'est passé après ça. Quand il a vu le monstre essayer de forcer l'entrée de la grotte, il était terrifié et n'arrivait pas à bouger. Le monstre a rugi et il s'est évanoui. Sejun s'en souvient avec des frissons. Il a failli perdre la vie à cause de ce monstre. Il a froid et la lapine lui fait un grand feu et une couverture de feuilles d'oignon. Sejun est assis devant le feu avec les petits lapins blottis contre lui. La lapine apporte aussi du poisson grillé et Sejun la remercie. Pendant qu'il mange, il réalise que le monstre a découvert cet endroit. Ça se pourrait que ce soit à cause d'un autre monstre, ou parce qu'il ne pouvait pas entrer dans la grotte à cause de l'entrée trop petite. Mais le monstre est parti sans faire de mal. Cependant, rien ne garantissait que, la prochaine fois, il serait en sécurité. Après tout ce qu'il a fait pour survivre, il ne veut pas mourir. Il se dit que pour l'instant, il doit bien manger et survivre. Sejun mange son poisson quand le mari lapin vient le voir pour lui montrer quelque chose. Sejun le suit et découvre une chose incroyable. Une tomate cerise est mûre, mais elle est bleue et brille au soleil. Sejun est choqué, mais ce n'est pas la couleur bleue qu'il remarque en premier. Il se penche pour ramasser le gros fruit mûr et se demande pourquoi il est bleu. Il se demande si la tomate est mûre quand une fenêtre apparaît devant lui et lui annonce qu'il a réussi la quête pour récolter le fruit contenant l'énergie de la lune bleue. Sejun est choqué de voir une fenêtre de message. Le message change et indique que le gérant de la tour s'intéressait à lui à cause de ses réalisations incroyables. Le gérant surveillait Sejun, mais il n'était pas content. Sejun est perplexe. Il se demande pourquoi le gérant de la tour n'est pas content de lui. Le mari lapin ne sait rien de ce qui se passe. Sejun apprend qu'il n'était pas un invité officiel et que le gérant de la tour veut cacher cette erreur. Sejun est choqué et demande à la fenêtre ce que cela signifie. S'il a vraiment fait une erreur en entrant dans la tour. Il s'énerve en disant qu'après avoir passé plus de 2 mois ici, le gérant de la tour ose dire que c'était une erreur. Il dit que si c'est vraiment le cas, il devrait pouvoir rentrer chez lui tout de suite. Mais le système répond que le gérant de la tour voulait tuer Sejun pour effacer toute trace de cette erreur. Sejun est stupéfait. Il crie à l'écran qu'il a accompli quelque chose de génial et que, au lieu de le récompenser, le gérant veut le tuer. Le système reste silencieux un moment et Sejun se demande ce qui va se passer ensuite. Le message qu'il reçoit change son humeur de la peur et de la colère à la joie. Le gestionnaire de la tour est en train de l'éveiller. Sejun ressent une aura qui l'entoure dès que le message apparaît. Il n'en revient pas et confirme avec la fenêtre qu'il est officiellement réveillé dans la tour. Maintenant, il veut savoir quel sera son métier. Et comme il se pense intelligent, il imagine qu'il sera sorcier. Le maître de la tour lui attribue un job, et Sejun attend avec impatience de voir lequel il va obtenir. Son job est agriculteur de la tour, avec une compétence de rang F. Toute la joie et l'excitation disparaissent du visage de Sejun, et il reste là, comme un peu perdu. Les fenêtres continuent de lui envoyer des messages sur son boulot. Il ne tombera jamais malade. Il sera proche de la nature à cause de son job, et il gagnera des points d'expérience en récoltant des cultures. Sejun est choqué. Il n'y avait pas d'autre classe de métier que guerrier ou magicien dans la tour. Comment pourrait-il être fermier? Il ordonne d'ouvrir sa fenêtre de statut et découvre que son talent est ordinaire et que ses stats sont toutes à 1. Il fixe sa fenêtre de statut
Mais la seule chose sur laquelle il peut se concentrer, c'est son talent ordinaire. Il s'imagine un scénario un peu tiré par les cheveux. Dans le futur, il réussit à déblayer la tour, il est l'invité principal d'un talk show nocturne, et l'animateur le présente comme l'homme qui a réussi à franchir la tour, malgré son talent ordinaire. L'animateur demande au public d'applaudir Sejun, puis lui demande quel est son job. Sejun fait le cool et dit qu'il est fermier de la tour. Tout le monde le trouve attirant, mais ce scénario imaginaire est vraiment pathétique. Même si Sejun a dégagé la tour et dans tout ça, il est toujours fermier. Il crie de frustration et essaie de balancer la tomate bleue par terre en disant qu'il n'en a pas besoin. Mais là, il voit les visages inquiets et effrayés des lapins et il s'arrête. Sejun est choqué de l'effet que ses actions ont eu sur ses amis. Il regarde sa ferme, puis la tomate dans sa main. Et là, une fenêtre d'info s'ouvre pour lui parler de la tomate. C'était une tomate cerise magique, remplie du pouvoir de la lune bleue. Non seulement elle était délicieuse et nutritive, mais en plus, quand on la mangeait, ça augmentait de 0,005 MP de façon permanente. Sejun est choqué. La tomate qu'il tient dans sa main est en fait un item. Même si l'effet est petit, c'est permanent et ça peut booster les stats. Sejun est impressionné par lui-même. Il a réussi à faire pousser un truc aussi génial. Mais le gérant de la tour le regarde et il n'est pas content de la situation. Les choses avancent mais pour Sejun, qui remercie les lapins et fête avec eux cette réussite. Soudain, une fenêtre de message apparaît devant lui. La quête est lancée. Il doit offrir une tomate cerise bleue au manager. La récompense pour la quête, c'est une compétence liée au boulot, et la punition pour avoir refusé, c'est la mort. Sejun lit tout le message, et quand il voit que la punition c'est la mort, il flippe. Il demande à la fenêtre si ce n'est pas une blague, et si c'en est une, c'est vraiment de mauvais goût. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Merci.